Bonjour, je suis Paul Bourdois et depuis 15 ans, j'évolue dans l'univers feutré et souvent discret de la gestion privée, gestion de fortune ou gestion de patrimoine au choix. C'est comme ça que j'ai eu l'opportunité de rencontrer des centaines de personnes pour parler d'argent, pour parler de leur argent. Et je me suis rendu compte que chacun entretenait un rapport très particulier avec l'argent, qu'au-delà de la quantité, c'est la valeur qu'on y met qui change tout. Évidemment, le sujet est aussi universel qu'intime, parfois tabou, et charrie avec lui le rapport à l'argent de nos parents, de nos grands-parents et même des générations précédentes. On est finalement tous des héritiers et pas seulement financiers. Aujourd'hui, je suis le cofondateur de France SCPI, un site qui propose d'investir simplement dans la pierre papier, et je vous propose ce podcast, Gling. Échanger avec des personnalités sur leur rapport à l'argent, retraçant la route de l'enfance pour atteindre les premiers souvenirs qui rapportent à l'argent quand la pièce tombe dans la tirelire, Gling. Gling, c'est le podcast qui parle d'argent sans parler d'argent. Aujourd'hui, on est en Centre-Bretagne, dans un univers bucolique particulier, on est en extérieur, avec une personne qui s'appelle Samuel Lewis, et je crois que je vais te demander de te présenter mieux que je ne le ferai, et après je parlerai du décor de là où nous sommes, qui est un environnement incroyable. Bon, merci. Je suis paysan artiste. Oui. Je vis ici, j'étais né en Angleterre, à York. Oui. Et mes parents, ils ont déménagé en Centre-Bretagne en 1994. Donc ça fait 30 ans cette année. Donc j'avais 7 ans à l'époque, j'ai 37 ans aujourd'hui. Et donc j'ai grandi plus ou moins dans le même endroit, dans la commune de Duot, en Centre-Bretagne. Est-ce qu'on peut dire que tu es passé de grand breton à breton aujourd'hui ? Grand breton à petit breton, c'est ça qu'on aime dire. Ouais. Ok. Pour resituer, pour les personnes qui nous écoutent, on est aujourd'hui en extérieur, dans ce que tu appelles dans ton jardin. Tu as fait un feu, il est 11h du matin, pour que ce soit plus convivial, plus chaleureux, et c'est vrai, même si je fais dos au feu, ça m'apporte de la chaleur. On est entouré de maisons avec des toits de chaume que tu as fait toi-même. C'est un univers assez incroyable, tu nous as fait visiter tes champs, où tu cultives différentes cultures, du blé noir, du seigle, etc. Et aujourd'hui, tu as un parcours un peu particulier. Quand tu dis paysan-artiste, par exemple, pourquoi pas artiste d'abord, puis paysan ensuite ? Pour moi, ça sera la honte d'être artiste d'abord. Pourquoi ? Parce que pour moi, paysan, c'est ce que je suis. Ouais. C'est mon identité. J'aurais pu dire être humain. Mais après, ça aurait été évident, sans doute. Mais non, paysan, parce que je vis de ma terre. Okay. Pour moi, je vis de ma terre. Donc, évidemment, je suis paysan. Et après, aujourd'hui, on a besoin d'un peu d'argent. La société l'oblige. Donc, je suis artiste. Ok. Et j'ai interviewé des personnes qui avaient réussi financièrement. Et tu es une personne qui dit non à l'argent, finalement. Qui n'a pas réussi financièrement, non. Ouais, mais c'est pas... Je vis toujours avec mes parents, tu vois. Je suis quelqu'un qui n'a pas réussi la vie. Je n'ai pas de diplôme. Je vis toujours avec mes parents. Je suis... Ah, mais tu n'as pas réussi financièrement, mais tu as réussi différemment et autrement. Et donc, ce qui te donne un rapport à l'argent différent. Justement, la première question que moi j'ai envie de te poser, c'est quel rapport tu entretiens avec l'argent, toi ? Quel rapport ? Je suis toujours un peu en lutte, je pense que... Ouais. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de pression aujourd'hui autour de l'argent. En fait, il me semble qu'on ne voit que ça. Et ça m'a... Évidemment,
on prend la couleur des gens qui t'entourent. Du coup, moi, je voyais le monde comme ça, en noir et blanc. En fait, l'argent et pas d'argent. Et l'argent, c'est la porte à tous. Ouais. Évidemment, on a plein de besoins en tant qu'être humain, mais l'argent, c'est la porte à toutes les choses. Ok. Mais pour moi, c'est pas vrai. Pour moi, c'est pas vrai. C'est quelque chose, mais juste avec un regard, avec l'histoire, en fait, tu vois que l'argent, c'est un concept plutôt moderne Et quand tu dis que tu es en lutte, parce que moi je t'ai découvert dans un article du Monde, tu venais faire une lecture où tu venais rendre compte de ce que tu fais, de ce que tu produis, une BD, je crois, dans une librairie assez branchée, finalement, parisienne, OFR. Et là, tu sens que tu es en lutte, tu sens que tu es tenté d'aller vers ce système un peu où l'argent peut finalement diriger les choses. Et c'est ça que tu Non, en fait, impliques. je pense que la lutte, pour moi, c'est contre... Je sais bien que moi, je voyais le monde vraiment noir et blanc. Ouais. Et au bout d'un moment, je voyais que pour moi, c'était pas vrai. C'était pas vrai. Pour moi, c'est l'argent. C'est destructeur un peu. Mm-hmm. Peut-être je commençais à penser de mon l'avenir, et j'ai du mal à voir. En fait, les choses à partager, pour moi, ce sont des choses, c'est l'amour, c'est les choses concrètes. Ouais. Et l'argent, ça me semble éphémère. Donc, c'est une lutte avec moi-même pour reprogrammer un peu mon cerveau pour voir les choses différemment. Et maintenant, je vois que avec chaque personne qui vient me voir, et avec chaque intervention que je fais, je vois que ce qui est dans la tête de tout le monde, c'est l'argent. Et je ne peux pas, en fait, dans le temps d'une demi-heure, une heure, c'est impossible de reprogrammer leur vision des choses. Ouais. Et par exemple, je pense le plus souvent avec les journalistes, ils prennent toujours ce regard de Samuel vit avec moins d'argent. Ouais. C'est toujours la première chose, ils veulent présenter ça. Samuel vit avec moins d'argent. Et en fait, pour eux, c'est l'argent. Ils viennent chez moi et ils pensent que ouais, c'est moins d'argent. En fait, moi, je ne vois pas les choses comme ça. En fait, je vois toutes les choses avec quoi je vis. Ouais. Et en fait, c'est juste, j'ai pas le temps. Pour moi, c'est une question de temps. Si j'avais beaucoup plus d'argent, j'aurais pas le temps de le dépenser. Ouais. Et je vis avec, on pourrait dire, mais Samuel vit avec un bon tas de fagots à brûler. Samuel vit avec l'espace de faire un feu, tu vois, pour se chauffer. Samuel a une réserve de grains de 1 an, tu vois. Pour faire ton pain. Oui, oui. Et c'est même juste, tu vois, je suis en campagne, j'ai la place, j'ai l'endroit pour pisser contre un talus. Pour moi, c'est en ville. Quand je vais en ville, je me dis, mais en fait, c'est un truc fondamental. Mais si tu veux pisser, tu dis, mais je fais ça où? Et pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Et les gens ne voient pas. En fait, ce qu'on a perdu en tant qu'être humain, en fait, ce qu'on a perdu juste en poursuivant l'argent, pour moi, on a tout perdu. On est les plus pauvres qu'on n'ait jamais été. Et c'est vraiment triste. Et alors, quand tu dis justement que les journalistes viennent te voir, ou en tout cas parlent de toi, alors c'est peut-être pas une généralité, mais certains, en tout cas d'entre eux, ne voient les choses que par le prisme de l'argent. Toi, tu aimerais bien qu'ils voient ça, qu'ils voient ton histoire, ta vie, tes convictions par le prisme de plus riche de récoltes, de fruits, de nourriture, etc. C'est ça? Mais pour moi, c'est beaucoup plus attirant comme message. Ouais, si tu vas vendre cette idée aux gens que toi aussi, tu peux vivre avec moins d'argent, c'est un peu déprimant. Tu dis, mais bon, je mange moins de chocolat, je bois moins de café, je mange moins de bonbons, je fais moins de sorties en voiture. Donc, tu vois, c'est privé
de choses que tu aimes. Mais en fait, si quelqu'un te dit, bon, tu te prives de rien, mais en plus, tu auras ça et ça et ça. Ouais. Pour moi, c'est ça le message. Et après, dans mon cas, j'ai moins de temps pour... peut-être j'ai trop de cidre, j'ai moins de temps de boire du café. Il y a des choses comme ça, mais c'était... Genre, je pouvais boire beaucoup de cidre et beaucoup de café aussi. Ouais. Mais j'ai pas envie, je préfère mon cidre. Je trouve la qualité est meilleure. Mais... Et alors, souvent, moi, ce qui m'intéresse, je suis pas sûr que les auditeurs puissent se rendre compte exactement de la... je trouve que c'est fabuleux. Il y a de l'abondance ici quand on se promène dans ton jardin. C'est incroyable. Et moi, ce que je veux comprendre, c'est qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Déjà, tes parents, quand ils sont arrivés en France, quel rapport ils ont à l'argent? Qu'est-ce qu'ils vous ont inculqué? Quand je dis vous, tu as des frères et sœurs? 2 sœurs, 2 grandes sœurs. Ouais. 2 grandes sœurs. Quelle valeur ils avaient? Quel rapport eux-mêmes avaient avec l'argent? Mais je pense que mes parents m'ont quand même inculqué beaucoup parce qu'ils m'ont fait l'école à la maison. Oui. Donc j'ai vraiment grandi dans leur milieu. Et je rappelle un truc que mon père disait qu'il a, dans sa vie, les moments où il a été salarié, il n'a jamais été aussi pauvre. Et il n'a jamais compris pourquoi. Parce qu'il gagnait plus qu'aux autres moments, mais il était plus pauvre. Je pense que c'était une histoire de l'hypothèque, la voiture. En fait, c'est un piège. Souvent, c'est un piège. Pour avoir le boulot, il faut que tu aies une bonne voiture. Et que tu as une maison qui n'est pas trop loin. En fait, c'est toutes ces choses qu'à la fin, tu te finis avec moins d'argent que si tu tentes une autre aventure, en fait, de créer ton marché à toi, en fait. Donc je pense, quand quelqu'un te dit quelque chose qui a du sens, ça te fait réfléchir. Et que l'argent est plutôt éphémère. Pour moi, c'est quelque chose de ne pas garder. Pour moi, c'était, en fait, quand on regarde l'histoire de ma famille, que mes arrière-grands-parents étaient du côté de mon père, ils étaient paysans en Pays de Galles. Et ma grand-mère, elle grandissait entre les 2 guerres. Oui. Et c'était la misère. En campagne, c'était la misère, apparemment. Un peu partout, je pense, dans l'Europe et les États-Unis. Et c'était la pauvreté. En fait, ses souvenirs, c'était la misère et la pauvreté. Il était vraiment pauvre. Les paysans, apparemment. Et donc, elle voulait quitter à tout prix cette misère. Qui a beaucoup l'histoire en Bretagne ici. Les gens, ils ont cette idée de la pauvreté paysan, qui est pour moi souvent liée aux rentes, qu'ils devaient payer des rentes. Et du coup, il n'y avait pas assez pour eux-mêmes. Il faisait beaucoup d'enfants aussi. Mais qui n'est pas... Après, pour moi, c'est une époque. C'est pas, en fait, la paysannerie, l'agriculture, en fait. C'est assez facile. Et donc, là, tu dis que tes parents t'ont inculqué un certain rapport à l'argent. Et donc, en parlant de tes grands-parents, en tout cas de tes grands-parents, ils avaient, eux, un rapport différent à l'argent, très finalement, très écureuil, très épargnant. Ou en tout cas, ils plaçaient l'argent de manière... du coup, ma grand-mère, elle voulait fuir la pauvreté et l'argent, tout. En fait, l'argent était tout pour elle, en fait. Surtout quand elle était jeune, je pense, quand elle était vieillie, quand je l'ai connue. Elle commençait à voir. En fait, elle avait fait toute sa vie de gagner l'argent. Mon père est allé dans une bonne école pour monter encore plus haut sur l'échelle, pour ne pas revenir, en fait, sur cette misère. Et pour nous, les petits-enfants, je rappelle, c'était vraiment... que l'argent, c'était le commencement de tout. Avec l'argent, tu pouvais payer ta première maison et de là, tu construis toute ta vie. Et en fait, pour mon père, c'était l'inverse parce que lui, il a grandi dans une quartier bourgeois de Manchester
avec des copains qui avaient plein d'argent. Et pour lui, en fait, il passait ses vacances en Pays de Galles, mais c'était l'inverse. Pour lui, là où il grandissait, c'était une manque d'amour. Lui, il voyait, c'est une manque d'amour et une manque d'âme. Et en Pays de Galles, sur la ferme, c'était quelque chose de joyeux. Et il allait chercher les vaches, tu vois. Il était dans son aliment. Ouais. Et du coup, je pense que dans ma famille, en fait, il a tout le cycle. Moi, je vois tout le cycle. Et du coup, je pense que ce que je fais aujourd'hui, c'est de prendre ce qui est bon de l'agriculture, de la paysannerie, de cultiver la terre et prendre ses richesses, mais de ne pas attendre que cette terre me donne de l'argent. Ok. Pour moi, c'était l'erreur. Ouais, je comprends. Et est-ce que tu as des cousins ou des cousines qui sont partis à l'extrême opposé, en plaçant l'argent comme valeur cardinale, finalement? Après, je pense, je ne sais pas si dans la génération des millénaires, dans la génération, pour moi, on a tous, c'est un peu général qu'on a tous perdu un peu ce sentiment de travailler parce qu'on a grandi avec tout. Ouais. Et donc, pour nous, ça devient quelque chose de normal et on ne voit pas le besoin de travailler. Donc, souvent, c'est la première génération qui quitte la campagne. Ils travaillent dur, c'est leurs enfants qui montent encore. Et après, la troisième génération, on ne fait rien. Ouais. C'est souvent... Donc, je ne veux pas dire que ils font des trucs, mais ils ne sont pas devenus Premier ministre. Ok. Ok. Je voulais savoir s'il y avait deux extrêmes qui s'opposaient, justement, tes parents, toi, tes sœurs, et puis de l'autre côté, je sais pas moi, sans rentrer dans les clichés, sans faire de sociologie de comptoir, mais une branche de la famille qui était partie plus vers l'argent, vers la réussite sociale et financière. Il me semble que dans ma génération, avec mes cousins et cousines, on a tous décidé un peu qu'il y a d'autres éléments dans la vie qui n'est pas l'argent. Okay. Il y a certains qui habitent en Australie, dans la grande, tu vois, c'est dans une île un peu désert. Mais après, ils ont des boulots, ils ne sont pas dans les extrêmes comme moi. Mais ils voient que l'argent, ce n'est pas le bout de tout. Ok. C'est quoi ton premier souvenir, avec l'argent? Premier souvenir de ne pas avoir assez. D'accord. Je pense que... Comment tu t'es dit, pourquoi tu t'es dit j'en ai pas assez, ou on n'en a pas assez? Parce qu'il fallait vider tout l'argent de la maison pour acheter du pain. Mais non, mais ça c'était juste... Il y a des trucs comme ça qui te marquent. Je rappelle, je sais pas, on n'avait pas des sous dans la maison, donc on avait... Tu vois, on avait dit, mais bon, il faut acheter du pain. Donc on avait tout vidé, nos tirelire. Mais nos sous... Et je ne sais pas pourquoi on est arrivé jusque-là. Ça a l'air assez dramatique quand même. La famille pour pas acheter du pain, donc tout le monde devait chercher des petits centimes pour acheter du pain. Mais c'était pas tous les jours. Je t'assure, mais quand tu es petit, il y a des trucs comme ça qui te marquent, même si ça n'arrive qu'une seule fois. Mais non, mais moi, je pense que... ça c'est un premier souvenir, mais c'est un peu bizarre. Et quand je discutais avec toi avant d'enregistrer cet épisode, tu me parlais aussi d'un moment où on t'a offert des plants de petits pois. Non, mais en fait, ça, tu me demandais sur mes premières récoltes. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en souvenir d'argent, j'en ai pas beaucoup. Parce qu'on avait, tu vois, en général, à part que ce jour-là, du pain, on avait toujours assez parce que je ne ressentais pas trop privé du tout. Mais ce souvenir des petits pois, c'était le moment où j'ai vu que
il y a des autres formes de richesse que mon père, il faisait toujours en protéger, mais ça a été assez minime, parce qu'il était tout seul à faire. Et souvent, nous, les enfants, on mangeait les petits pois là sur place, qui était bien. Mais je rappelle que j'ai dû avoir 7 ou 8 ans. On venait d'arriver en France et j'ai commencé à ramasser ça et mettre dans un seau pour ramener à ma mère. Et pour moi, c'est un peu, tu vois, c'est un peu cet esprit de... Parce que quand on devient riche, en fait, tu collectes, tu vois, tu fais des réserves. Et pour moi, c'est assez naturel que tu veux faire des réserves. Et donc, moi, j'ai ramassé. Je ne voulais pas juste tous manger sur place. J'ai ramassé. Et j'ai ramené ça à ma mère. Elle était archi contente, évidemment, que j'avais fait tout ce boulot. Et après, c'est vrai que l'année suivante, on a mis plus de petits pois parce que ça est devenu un truc habituel que moi, j'ai ramassé des petits pois. Et de ce moment-là, je me suis rendu compte que en tant qu'enfant, évidemment, je ne pouvais pas gagner l'argent, mais je pouvais faire des choses qui, surtout au repas des petits pois, c'était moi qui les ramassais. Je n'étais pas juste la personne qui profitait de l'effort de mes parents. J'avais contribué. Et je pense que c'est archi stimulant. Ça me fait penser que le monde d'argent, en fait, pour les enfants, c'est assez catastrophique parce que tu n'en as jamais assez, tu n'as pas le droit de le gagner, tu n'es pas aussi compétent pour le gagner que les adultes et du coup tu sens toujours en bas de l'échelle. Et c'est assez frustrant parce que tu as plein de besoins, plein de désirs, plein de choses que tu veux, mais tu n'as pas moyen de réaliser. Et donc, à quel moment, parce que je ne sais pas comment rendre compte de tout ce qui nous entoure aux personnes qui nous écoutent, encore une fois, mais à quel moment tu as décidé de passer à la vitesse supérieure sur les plantations, sur les récoltes, t'es pas en autonomie ici, mais en tout cas tu peux vivre tranquillement. Tu disais tu as 1 an de récolte d'avance, de blé ou de seigle, de seigle. À quel moment tu t'es dit mais il faut que j'y aille plus fort, il faut que voilà, je peux augmenter la cadence entre guillemets pour moi d'abord, et puis à quel moment c'est intéressant, moi je pense que c'est vraiment le hasard, mais c'est le hasard mais aussi la logique. Pour moi c'est la logique en fait qui m'a amené là. Mais j'étais toujours bloqué dans cette idée, même après la récolte des petits pois et tout, pendant des années, que j'allais, ce qui était sérieux dans la vie. En fait, les petits pois, c'était bien, mais c'était pas sérieux. Sérieux dans la vie, c'était de gagner l'argent. Et qu'à un moment donné, que j'allais arrêter les petites conneries et j'allais faire quelque chose de sérieux. Donc, je faisais l'école à la maison, mais je pensais, tiens, je fais... des études supérieures. Tu t'imaginais quoi d'ailleurs quand tu faisais tu t'imaginais faire quel métier? Après, j'avais pas trop d'idées. Ma mère m'a dit, tiens, tu peux être architecte. Donc bon, je m'imaginais bien comme architecte. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Tu fais de l'architecture de jardin en fait, finalement. Oui, c'est vrai. Et en dessin, peut-être, je pense que je me sentais capable, je me sens toujours capable, en fait, de faire tout ce que je veux. Je pense que quand on est motivé, on n'est jamais trop vieux. On peut... Et donc, j'avais toujours cette idée, mais au même temps, je faisais le jardin parce que c'était de mon apport, tu vois. On habite en campagne, on a quelques hectares. Donc je faisais du jardin, mais dans ma tête, j'étais toujours ailleurs. Et je faisais des petits essais, des choses à droite à gauche. Après, avec mes parents, on fait un journal mensuel en anglais. J'aimerais bien que tu m'en parles de ça. Et on fait ça depuis 20 ans. C'est grâce à ça, en fait, évidemment, on vit avec un peu d'argent. Grâce à ça qu'on a racheté les terres et tout. Attends, c'est une BD c'est un journal plus qu'une BD d'ailleurs? Non, c'est un journal mensuel. D'accord. Avec la publicité pour les artisans. Et que vous diffusez ici en Centre-Bretagne? Oui.
D'accord. pour les anglophones du centre-Bretagne. Ah, ok. Ouais, parce qu'il y a une forte communauté ici Oui. anglophone. Enfin, une forte. En tout cas, il y a une petite diaspora Oui. de Grande-Bretagne. Ouais. Ok. Donc, j'avais 16 ans quand on a commencé ça. Mais qui a eu l'idée de faire ça Oh, c'est une idée qui est venue un peu spontanément. C'était des gens qui ont dit à nous, je pense, pourquoi faire. Parce que mon père, il aime bien écrire. Mhm. Donc, vu qu'on on a été là avant la vague des Britanniques aussi, qu'on connaissait bien la région. Ouais. On voulait faire aussi un truc qui n'était pas un truc pour juste britannique, Ouais. quelque chose de breton, Mhm. mais en anglais. Et Moi, vous n'avez pas envie de la faire en français? Mais c'est parce que on ne peut pas écrire le français, c'est trop dur. Ah, ok. On est Ok. bloqué en fait. Là, je peux parler, mais je fais des fautes. Et si Ouais. j'écrivais ça, Ouais. ça sera catastrophe. Les gens vont pas me prendraient pas au sérieux du tout. Ok. Euh, du coup, je bossais avec mes parents en ça. Ouais. Et je faisais du jardin. Et en fait, je pense que même à cette époque-là, c'est le jardin qui m'intéressait plus que tout. Ouais. Et pour moi, je pense qu'il y avait un petit moment où ouais, je discutais avec mon père et je disais qu'en fait, tout ça, en fait, de vendre du pub et que ça n'avait pas, pour moi, ça n'avait pas vraiment du sens, tu vois. Et en vrai, j'aurais bien aimé passer un peu plus de temps au jardin pour faire des choses concrètes. Ouais. Mais j'avais honte de moi-même, tu vois, d'avoir une idée si légère et pas sérieux. Ouais. Et qu'est-ce qui allait devenir de moi. Et je lance ça comme idée. Et en fait, lui, il m'avait répondu qu'en fait, oui, peut-être j'avais raison. Ok. Et pourquoi pas faire. Et je pouvais continuer à donner un coup de main pour le journal, mais en même temps que j'avais du temps, en fait, de faire ce que je voulais au jardin. Et je pense pour moi, ça a été un peu un moment charnière parce que au lieu de me culpabiliser toujours de vouloir être au jardin, au lieu d'être devant l'ordinateur ou dans la voiture, Ouais. je commençais à faire un peu plus. Ouais. Et en fait, c'est complètement magique. En fait, la terre, ça n'a rien à voir avec l'argent. En fait, parce que tous mes essais, tu vois, je rappelle quand j'avais 22 ans, pour vendre du pub, en fait, pour le journal. Mhm. À 22 ans, les gens te regardent, mais c'est qui ce jeune, tu vois, avec un accent et tout, on va pas lui donner des sous, tu vois. C'est juste rien. Je rappelle comment, en fait, les chefs d'entreprise, quand ils m'ont regardé, mais tu vois, c'est juste à rien. 22 ans. Ouais. C'est... On te considère pas, tu veux dire? Ouais. Oui, pour Ouais. moi, c'est... Mais ça m'a blessé parce que je sentais quelqu'un... Tu vois, j'avais l'énergie Ouais. et je voyais que j'étais rien dans leur Ouais. monde. Je comprends. Et j'allais au jardin et je sentais la puissance que même si je ne savais pas trop la paysannerie, comment travailler la terre, Ouais. mais tout de suite, il y avait plus de respect pour moi. La terre, il ne me préjugeait pas. Ouais. Et à la fin, j'étais pas si bête que ça. Mm. Et en fait, j'ai trouvé que, en fait, maintenant, là, en fait, moi, j'aime dire que la terre est mon patron. Ouais. Et j'ai gardé ce patron parce qu'il a beaucoup de respect pour moi. Il me paye très bien. Il a beaucoup, beaucoup de respect. Et donc, moi, je veux bien travailler pour elle, en fait, la terre. Je suis très content. Tu veux dire qu'elle te juge pas, elle te juge pas. Et en même temps, il faut aussi faire preuve d'humilité quand tu es face à la terre. Mais évidemment, et c'est ça qui est bien, que pour moi, oui, évidemment, si tu es con, en fait, tu n'as pas de récolte, en fait, Ouais. Mais pour moi, c'est un bon prof, en fait. Moi, j'adore ça. Mm. Quand la terre m'humilie, en fait, quand je suis humilié par ma terre, en fait, moi, je rigole, en fait. Quand je suis au jardin, je rigole toujours. C'est fou, mais en fait, il n'y a jamais un truc qui n'est pas bon. Parce qu'en fait, quand ça marche pas,
c'est toi qui n'étais pas bon. Et du coup, c'est joyeux. En fait, on avance. Là, tu dis, bon, j'étais pas bon, je suis meilleur l'année prochaine. Donc, c'était joyeux parce que tu voulais pas rester con, tu vois. Ouais. Et quand ça marche, mais c'est super parce que tu n'es pas si con que ça. Mais en fait, il n'y a pas des récoltes échouées. En fait, il n'y a rien de mauvais. Tout est rigolo. Et alors, moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tes sœurs, parce que au sein d'une fratrie, on reçoit la plupart du temps un tronc commun d'éducation. On ne peut jamais avoir totalement la même éducation entre frères et sœurs. Est-ce que tes sœurs, elles ont le même rapport à l'argent que toi ? Est-ce qu'elles vivent déjà ? Est-ce qu'elles aussi, elles cultivent la terre ? Comment ça se passe ? Avec nous trois, nous sommes tous artistes. En fait, c'est quelque chose qui nous reproche qu'on a, pendant que nous étions petits, nous avons tous beaucoup dessiné. Ouais. Donc, on est tous artistes. Artistes en dessin, la musique, on a tous un peu cette âme d'artiste. Donc, je pense que on fait chacun un truc un peu différemment du norme. J'ai une sœur qui habite à Londres. Mm-hmm. Donc, évidemment, elle a moins de jardin que moi. Mais elle a quand même un jardin. Elle avait cassé son pelouse pour faire un potager. Pour faire un potager devant. Elle était la seule de Nauru pour faire ça. Ouais. Et du coup, en fait, c'est moi qui est devenu le plus obsédé en fait par la terre. Ouais. Mais après, l'autre sœur, elle fait la culture. Okay. Moi, je suis... vu qu'elle le fait, je suis moins bien en culture. Beaucoup moins bien. Mais j'aimerais bien, mais après, on n'a pas le temps de tout faire. Là, tu dis en couture, on est d'accord ? C'est couture, hein ? Et là, par exemple, en face de moi, tu portes une chemise en lin que ta sœur a elle-même fait ou non ? Elle a cultivé le lin. On avait cultivé le lin ensemble. Après, mais en fait, le tissu ne vient pas de chez nous. Ah, okay. Ça, c'était un projet. On fait plus du lin. Elle tisse un peu, mais c'est plutôt pour les torchons. Okay. La qualité n'est pas assez bonne pour les vêtements. Mais moi, je suis partant, tu vois. Je n'ai pas honte. Je vais porter des vêtements. Mais c'est plus grossière, mais... Ok. Et ça dure plus longtemps peut-être aussi. Oui, mais les vêtements modernes, en fait, c'est ça le problème, que l'argent, quand tu regardes... En fait, moi, quand je regarde autour de moi, je dis, mais qu'est-ce que l'argent, en fait, de ce qui est autour de moi, sur ma ferme, en fait, qu'est-ce que l'argent a contribué ? Ouais. Et qu'est-ce que l'argent a contribué à tout ça ? Parce que souvent, c'est la qualité de ce qu'on achète aujourd'hui, c'est par rapport à ce qu'on fait à la main, c'est nul. Et alors, moi, je te provoque un peu. Pour acheter les terres, il a quand même fallu un peu d'argent à un moment donné, notamment le magazine, enfin le mensuel. On ne peut pas vivre totalement sans argent, mais c'est pas ce que tu prônes non plus. Non, mais je pense que la société oblige qu'on a d'argent. En fait, on fait partie de la société. Il faut l'argent. Je ne prends pas du tout de vivre sans argent. Moi, je prends de vivre avec des choses en plus. Et peut-être tu n'auras pas le temps après d'avoir autant d'argent, de vouloir autant d'argent. Ouais. Mais en parlant des terres, moi j'aime bien préciser aux gens que l'argent ne te donne pas les terres. Je pense que c'est un grand problème que souvent les gens, les néo-ruraux, une mauvaise conception des choses, qui pensent qu'on peut être propriétaire des terres. Ouais. On ne peut pas être propriétaire d'une terre. On prend une terre. En fait, la terre appartient à l'humanité, ça appartient à des générations, des centaines de générations avant toi, et va appartenir, j'espère, à des centaines de générations après toi. Et ce que tu payes avec ton argent, c'est d'avoir ton nom sur un bout de papier, en prouvant, en fait, pour que ton voisin ne vienne pas avec un bulldozer, qui est arrivé à nous, en fait, on venait d'acheter un terrain, et le voisin, il voulait faire une grande entrée pour son champ. Donc, il avait cassé les moitiés avec son bulldozer. Okay. Donc, on venait lui dire qu'en fait, on venait d'acheter. Donc, il a arrêté. Donc, c'était très utile, cet argent. Mais si tu penses que cet argent va t'aider à faire quelque chose de beau avec ta terre, à mon avis, c'est pas le cas.
Ok, ça te donne le droit d'exploiter, même si j'imagine c'est pas le terme que tu as envie que j'emploie, ça te donne le droit de travailler la terre ou de travailler avec la terre et Oui. Ouais. pas de dire c'est ma terre, elle m'appartient. Okay. Ouais. Mais ça, en fait, ça ne va pas t'aider. Et en fait, tu es peut-être beaucoup mieux placé de commencer avec une terre qui n'est pas le tien. Oui. N'est pas la tienne, en fait, sur un jardin partagé, si on est en ville. Ou de demander à un voisin si tu peux faire un jardin, tu vois. Moi, je connais quelqu'un comme ça et il travaille bien, il n'a pas d'argent, il n'a pas de terre. Une dame, elle lui a prêté son champ, une vieille dame, il a troqué un peu de légumes, tout le monde est content. Et alors... Il y a quelque chose d'important, et c'est une question que je pose à mes invités, c'est la question de la transmission. La transmission, transmettre de l'argent, transmettre de la richesse. Toi, je comprends que ton argent, ta richesse finalement, peut-être ce que tu fais comme reproche, c'est de faire trop vite le lien entre argent et richesse. Et donc toi, ta richesse, c'est ta terre. Et comment tu veux concrétiser cette transmission? Parce qu'on sait qu'on est des humains, on est des hommes, le besoin de transmettre, il est important. Quelle que soit la transmission ou le type de transmission, comment toi, tu as envie de transmettre? Ouais, je suis d'accord que la transmission, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est là encore que en fait, l'argent, c'est un handicap parce que je trouve que en fait, pour moi, avec une terre, le message, c'est si on travaille la terre, on va continuer d'avoir des récoltes. Si on ne travaille pas, tu n'as pas cette richesse. C'est pas comme un grand héritage. Et ça, c'est le pire d'avoir un héritage d'argent parce que tu fais rien et tu as cet argent. En fait, ça t'incite pas forcément à travailler. Avec la terre, en fait, tu travailles aussi, c'est éphémère en fait. Sinon, tu n'auras pas des récoltes. Mais au même temps, je pense que cette idée de la société est éphémère. Moi, je vois qu'aujourd'hui, c'est beau cette idée de planter un arbre pour que les petits-enfants le coupent et faire une maison avec. Pour moi, ça, c'est la vraie tradition. Oui. Et c'est peut-être à cause de ça qu'aujourd'hui, on ne plante plus d'arbres parce qu'il y a très peu de gens qui ont cette vision que même que nous serons là pour la génération de nos petits-enfants. Mais c'est triste, mais je pense que c'est court, on plante un arbre pour nous-mêmes. Ouais. Pour moi, c'est beau cette idée, mais en même temps, je réalise, je regarde le monde autour. Moi aussi, je ne suis pas très optimiste c'est vrai. pour la planète, pour nous. Et en plantant un arbre, je me dis, pour moi, c'est le geste qui est inspirant. Okay. Et c'est ça que je veux transmettre, c'est de faire quelque chose parce que c'est la bonne chose à faire. Et tu sens bien quand tu le fais. Et théoriquement, cet arbre sera là pour le petit enfant de faire une maison. Mais si ce n'est pas le cas pour moi, je m'en fous. Parce que quelqu'un d'autre va peut-être reprendre ce geste d'ailleurs. Je suis sûr que pour les petits enfants, il y aura des arbres pour les maisons. Quelque part. Pour ceux qui veulent construire des vraies maisons avec du vrai bois, il y aura des arbres quelque part plantés par quelqu'un. Et j'ai lu que tu réalisais également quand on parle de transmission, puisqu'on ne parle pas d'argent mais de terre et de savoir, j'ai vu que tu réalisais des formations également. Est-ce que tu peux m'en parler de ça? Oui. Enfin, des formations, je ne sais pas si c'est le terme exact. Non, mais ça, c'est le bon terme. Moi, c'est à cause de ça que moi, je veux inspirer les gens, en fait. C'est cette idée que je veux inspirer les gens de planter un arbre. Pas juste, en fait, pour moi, c'est pas planter un arbre juste pour que ça soit beau, mais aussi c'est un arbre que tu vas tailler aussi. Tu vas cultiver cet arbre pour que ça va faire un poutre ou une planche pour un meuble ou une maison. Et c'est à cause de ça, les formations, c'est
je veux inviter les gens qui s'intéressent à ce que je fais, parce qu'après, en écoutant, c'est intéressant, mais en voyant, en vrai, concrètement, et en travaillant côte à côte, pour moi, c'est beaucoup plus puissant. Oui. Et donc, d'accueillir les gens, un jour, 2 jours, et on fait ça ensemble. Et s'ils aiment, ils vont repartir chez eux, ils vont reprendre cette même idée. Et pour moi, c'est les formations gratuites, parce que pour moi, c'est le savoir que en fait, c'est pas une question d'argent, c'est la passion. Ouais. Ça, c'est la passion de planter un arbre. Et pour moi, je ne veux pas que cet arbre soit coupé et vendu. Pour moi, c'est quelque chose pour nous. Et du coup, pourquoi faire payer les gens pour ça? Et, donc tu fais venir des gens chez toi, là où nous sommes, à Duo. Ils viennent, ils sont combien? Tu fais ça tous les combien de temps? Ils viennent déjà, on est d'accord? Oui, j'ai commencé il y a 2 ans, mais je vais doucement parce que je connais les gens, en fait, il y a des gens qui sont spéciaux. Ça me prend du temps pour connaître, mais déjà je fais les portes ouvertes, donc je montre aux gens ce que je fais. Ouais. Et aussi, je vends des livres, donc c'est bien que les gens sachent un peu ce que je fais. Ils ne vont pas juste venir en curiosité, qu'ils ont un terrain, ils savent un peu comment je travaille, ils connaissent un peu comment je travaille et ils veulent faire le même. Donc, à ce moment, je suis vraiment dans cette idée de parler aux médias, de vendre mes livres, d'accueillir les gens pour les portes ouvertes, juste pour visiter et qu'ils voient. Après, qu'ils réfléchissent, ils se décident, mais oui, moi j'aimerais bien apprendre un peu plus. Et là, j'avais commencé surtout pour les gens du coin, sur des formations d'1 jour, qu'on travaille. On travaille, on fait un repas ensemble dehors, avec un feu. On fait tout est gratuit, mais évidemment, ça prend du travail. En fait. Bien sûr. Les gens, ils cultivent. Les gens, ils sont là, ils cultivent avec moi, ils coupent du bois. Du coup, on génère, on consomme. Et pour moi, le résultat que je veux à la fin, la terre soit un petit peu plus riche. C'est la seule chose que je veux, que ma terre m'enrichisse, pas moi. Ok, donc tu transmets ton savoir et eux, ils transmettent leur énergie dans la terre. Ouais. Ok. Et donc, vous mangez des choses qui sont cultivées ici, des légumes, Oui. Ok. Ouais. Ok. J'ai une question, qui va venir clôturer cet épisode. Dans une ancienne vie professionnelle, j'étais amené à rencontrer des personnes. Et la première question qu'on leur posait, c'était pour vous, l'argent, ça veut dire quoi? Alors même si je me doute un peu de ta réponse, quelle valeur tu mets derrière l'argent? Il y en avait d'ailleurs qui répondaient la puissance, pour moi c'est la sécurité, très souvent. Pour moi, c'est la liberté. Pour toi, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est un piège. C'est un piège parce que, en vrai, pour survivre sur cette planète en tant qu'être humain, pour moi, c'est l'amour. En fait, il faut être aimable et d'aimer. En fait, il faut... on vit grâce à ça. Même dans les supermarchés, dans les milieux, dans les aéroports, ça fonctionne en vrai parce que les gens veulent que ça fonctionne. C'est pas grâce à l'argent. Quand tu vois que les gens veulent pas que ça fonctionne, avec tout l'argent du monde, ça ne fonctionne pas. Et donc ça te donne, si tu as l'argent, ça te donne une fausse impression, à mon avis, que tout va bien, que tu peux avoir les choses. Et tu as des gens qui veulent ton argent, qui t'aiment pas forcément et qui te donnent des choses. Et donc, tu peux rester con toute ta vie. Parce que tu as l'argent. Et pour moi, ça, c'est triste. Que, en fait, personne t'aime. Tu as une vie sans amour. Et en vrai, à la fin, pour moi, en fait, c'est pas... il n'y a pas d'avenir. On parle de transmission, il n'y a pas d'avenir en ça, en fait. Il faut que... C'est la mort qui fait tourner le monde. Et l'argent, oui, si on le met dans sa petite boîte, en fait, ça va. Je ne veux pas dire que c'est complètement polluant pour toute la vie.
mais ça doit jouer un très très petit rôle à mon avis. Ouais. Ok. Quand j'ai posé cette question, on m'a répondu c'est une énergie, ça doit être une énergie et c'est tout pour permettre de faire des choses plus grandes. Ou on m'a aussi dit, Jamy, qui est l'animateur de C'est pas sorcier, je ne sais pas, l'ancien animateur de C'est pas sorcier, un scientifique vulgarisateur qui m'a dit argent, bon serviteur, mauvais maître, pour dire qu'il fallait absolument que l'argent serve, mais pas qu'on serve Oui. l'argent. Voilà. Ok. Samuel, j'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu me conseilles, ou plutôt qui tu me conseilles d'inviter dans un prochain épisode pour parler d'argent à une personne qui est connue nécessairement? Est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier que je pourrais appeler de ta part d'ailleurs? Quelqu'un, ça c'est une question que je n'avais pas trop réfléchi. Et tant mieux. Euh, Et si tu n'as pas de réponse, c'est Bon. pas grave. Ouais, mais des fois, ça va peut-être. En quelques jours, j'aurai une réponse, je pense. Ok. Moi, je te rappellerai dans quelques jours alors. Ok. Merci beaucoup, Samuel Lewis, et à très bientôt. Ouais, à bientôt, Kenavo. Kenavo. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Gling. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous. Partagez-le sur vos réseaux, avec vos amis, avec votre famille. Je ne suis personne dans l'univers du podcast, je débarque de nulle part, et quelques personnes connues ont décidé de répondre à mes questions sur l'argent, et je les en remercie. Pour le reste, je suis Paul Bourdois, cofondateur de France SCPI, et je vous dis à bientôt en attendant un nouvel épisode. Gling.